Imaginez traverser l'Amérique centrale par voie d'eau, sur un trajet presque 3 fois plus long que le canal de Panama. Peut accueillir les plus grands navires jamais construits par l'humanité. Un corridor aquatique si ambitieux qu'il pourrait redessiner les routes commerciales mondiales et modifier l'équilibre stratégique sur le continent américain. Maintenant, imaginez que ce même projet soit proposé par l'un des pays les plus pauvres de la région. Cela semble douteux, je le sais, mais c'est la proposition du Nicaragua. Construire un canal interocéanique d'environ 278 km de long avec un investissement estimé à 50 milliards de dollars. Un montant qui dépasse de plus de 3 fois le produit intérieur brut annuel du pays. S'il est achevé, le canal du Nicaragua ne serait pas seulement une alternative au Panama. Il pourrait devenir l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire moderne, avec un impact direct sur le commerce mondial, sur la géopolitique des Amériques et sur la rivalité stratégique entre les grandes puissances. Mais ce projet colossal est-il vraiment réalisable ? Ou sommes-nous face à l'un des projets les plus ambitieux et risqués du XXIe siècle ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le Nicaragua est situé au cœur de l'Amérique centrale. Il est bordé au nord par le Honduras, au sud par le Costa Rica, à l'ouest par l'océan Pacifique et à l'est par la mer des Caraïbes. Cette position stratégique a toujours suscité l'intérêt des ingénieurs et des puissances internationales qui cherchaient à établir une liaison entre les deux plus grands océans de la planète. Le tracé proposé pour le canal aurait environ 278 km de long. À titre de comparaison, le canal de Panama mesure environ 82 km. Cela signifie que le projet nicaraguayen serait plus de 3 fois plus long. Mais ce n'est pas seulement sa longueur qui impressionne. Le canal a été conçu pour avoir une profondeur moyenne de 27 à 30 mètres. Cette profondeur permettrait le passage de navires jusqu'à 400 000 tonnes de déplacement, y compris des superpétroliers et des porte-conteneurs de la catégorie Ultra Large Container Vessel. La largeur prévue dépasse 500 mètres à certains endroits. Cela équivaut à placer 4 terrains de football, côte à côte, dans la section navigable. Mais ce n'est pas tout, car l'un des points centraux du projet est le lac Nicaragua, le plus grand lac d'Amérique centrale, avec environ 8264 km² de superficie. Pour visualiser cette dimension, nous parlons d'une superficie plus grande que celle de tout le district fédéral brésilien. De plus, le plan prévoit que le canal traverse le lac sur environ 105 km, le transformant en une partie intégrante de la route interocéanique. Cependant, pour rendre le projet encore plus intéressant, il a été proposé 2 ports en eau profonde, un aéroport international, des zones industrielles, un oléoduc parallèle et une infrastructure ferroviaire complémentaire. Autrement dit, il ne s'agirait pas seulement d'un canal, mais d'un complexe logistique continental absolument colossal, quelque chose de bien plus grand que le canal de Panama. Mais comment est née cette idée de défier la domination du Panama ? L'idée d'un canal interocéanique au Nicaragua n'est pas née au XXIe siècle. En fait, elle est plus ancienne que le canal de Panama lui-même. Au début du XIXe siècle, lorsque les grandes puissances cherchèrent des routes plus rapides entre l'Atlantique et le Pacifique, le Nicaragua était considéré comme l'une des options les plus viables pour cette liaison stratégique. Le lac Nicaragua était considéré comme un passage naturel. Il offrait déjà une immense masse d'eau douce à l'intérieur du territoire, réduisant ainsi le besoin de creuser en continu. Pendant des décennies, des ingénieurs nord-américains ont étudié la possibilité d'utiliser le lac comme élément de la route interocéanique. En fait, avant la décision finale en faveur du Panama, le Nicaragua était considéré comme le favori. Mais il y avait un obstacle. La région est marquée par une immense activité volcanique. Des volcans comme le Momotombo sont devenus le symbole du risque géologique de la région. Le Panama a été choisi, et le destin logistique de l'Amérique centrale a été scellé. Au cours du XXe siècle, le canal de Panama s'est imposé comme l'un des points les plus stratégiques du commerce mondial. Pour vous donner une idée, actuellement, environ 3 à 6% de tout le commerce mondial passe par là. Mais la croissance du commerce maritime a complètement changé l'échelle de la navigation mondiale. Les navires sont bien plus grands aujourd'hui. La mise en service du canal de Panama, achevée en 2016, a permis le passage de navires d'une capacité d'environ 14 000 EVP, unités équivalentes à des conteneurs de 20 pieds.
Cependant, l'industrie navale travaille déjà avec des navires qui dépassent les 20 000 EVP. Autrement dit, même élargi, le canal de Panama présente encore des limitations physiques. C'est alors que le projet du canal du Nicaragua réapparaît. En 2013, le gouvernement du président Daniel Ortega a accordé une licence de 50 ans renouvelable pour 50 années supplémentaires à l'entreprise HKND Group, dirigée par l'homme d'affaires chinois Wang Jing. L'annonce a eu un impact immédiat. L'investissement estimé était de 50 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, le PIB annuel du Nicaragua tourne autour de 15 milliards de dollars. En d'autres termes, le projet représenterait plus de 3 fois l'ensemble de l'économie nationale. Pour que cela fonctionne, il y avait un facteur encore plus sensible, l'implication chinoise. Au milieu de la rivalité géopolitique croissante entre les États-Unis et la Chine, un canal interocéanique financé par des capitaux chinois en Amérique centrale ne serait pas seulement une œuvre d'infrastructure, ce serait une déclaration stratégique. Et lorsque l'infrastructure se mêle à la géopolitique, le jeu cesse d'être uniquement technique. Il devient mondial. L'ambition politique ne construit pas de canal. Le véritable défi commence lorsque l'ingénierie entre en jeu. Et c'est là que le projet révèle sa dimension la plus impressionnante. Si le canal du Nicaragua voit le jour, il ne sera pas seulement plus grand que celui de Panama. Ce sera l'un des plus grands mouvements de terre de l'histoire de l'ingénierie moderne. Les études préliminaires indiquent que le projet nécessiterait l'excavation de plus de 5 milliards de mètres cubes de terre et de sédiments. À titre de comparaison, l'élargissement récent du canal de Panama a nécessité l'excavation d'environ 150 millions de mètres cubes et le projet nicaraguayen nécessiterait plus de 30 fois ce volume. Si cette quantité de matériaux devait être transportée par des camions ordinaires de 20 mètres cubes, il faudrait environ 250 millions de trajets. Le tracé de 278 km comprend différents types de terrains, des forêts tropicales denses, des zones marécageuses, des régions à sol instable, des zones proches des failles sismiques, et le lac Nicaragua avec des profondeurs moyennes allant de 8 à 26 mètres. En plus de tout cela, le plan prévoit qu'environ 105 km du canal traversent le lac Nicaragua. Cela exigerait une opération de drainage à une échelle inédite en Amérique latine. Voici le premier grand risque structurel. Le lac Nicaragua n'est pas seulement un plan d'eau navigable. C'est le plus grand réservoir naturel d'eau douce d'Amérique centrale. Toute modification ici de l'équilibre des sédiments peut augmenter la turbidité, modifier les écosystèmes aquatiques, compromettre la qualité de l'eau et faciliter la contamination par les carburants. De plus, les navires de grande taille fonctionnent au fioul lourd. Une seule fuite pourrait affecter des milliers de kilomètres carrés. Les difficultés dépassent cela. Tout comme le canal de Panama, le projet du Nicaragua prévoit des systèmes d'écluses pour élever et abaisser les navires tout au long du trajet. Chaque ensemble d'écluses aurait environ 520 mètres de long, 75 mètres de large et entre 27 et 30 mètres de profondeur. À titre de comparaison, cela représente plus que 2 terrains de football placés bout à bout. C'est pourquoi chaque opération d'écluse consommerait environ 190 millions de litres d'eau douce par passage, une valeur similaire à celle du Panama. Si le canal fonctionnait avec 15 navires par jour, cela pourrait représenter l'utilisation de près de 3 milliards de litres d'eau chaque jour. Contrairement au Panama, doté d'un système hydraulique consolidé, le Nicaragua affronterait de plus grands défis en période de sécheresse. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un autre facteur, plus complexe et important à mentionner. Ce qui est préoccupant, c'est que le Nicaragua est situé près de la ceinture de feu du Pacifique, une région qui compte environ 75% des volcans actifs de la planète. Le pays enregistre une activité sismique fréquente. Cela signifie que les structures des écluses et des barrages devraient être conçues pour résister à des séismes de magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter. C'est pourquoi il serait nécessaire d'avoir des fondations profondes renforcées, des systèmes d'amortissement structurel, du béton armé de très haute résistance, ainsi que des joints de dilatation capables d'absorber des déplacements millimétriques. Dans des projets de cette ampleur, des déplacements de quelques centimètres peuvent compromettre l'intégrité structurelle. Autrement dit, nous parlons d'un canal qui ne doit pas seulement faire passer des navires, mais aussi survivre à la géologie même de la région. De plus,
On estime que le projet consommerait des millions de tonnes de béton et d'acier structurel. Pour donner une idée, l'élargissement du canal de Panama a utilisé environ 4,5 millions de mètres cubes de béton. Le canal du Nicaragua pourrait dépasser ce chiffre en raison de son échelle plus grande. Cependant, la question des ports et infrastructures complémentaires du projet demeure. Un port en eau profonde sur le Pacifique, un autre dans les Caraïbes, des zones industrielles, un oléoduc parallèle et bien sûr une voie ferrée complémentaire. Cela signifie que le canal ne nécessiterait pas seulement un couloir maritime. Il deviendrait un axe logistique intégré. Et c'est précisément à ce moment-là que la tension commence à monter. Parce que lorsque l'infrastructure maritime devient un corridor stratégique, elle cesse d'être simplement commerciale. Elle devient géopolitique. Si le canal du Nicaragua avait vu le jour, l'impact économique aurait été immédiat. Pendant la phase de construction, les estimations faisaient état de 40 000 à 50 000 emplois directs, en plus de milliers de postes indirects dans la logistique, le transport, la restauration et les services. Pour un pays d'environ 6,5 millions d'habitants, cela représenterait une transformation structurelle de l'économie. Le gouvernement prévoyait que le PIB pourrait croître à un rythme soutenu pendant plus d'une décennie grâce aux investissements étrangers, aux recettes fiscales et à la création de zones industrielles autour du canal. Un deuxième canal interocéanique réduirait la dépendance mondiale vis-à-vis du Panama, augmenterait la capacité pour les navires ultra larges et pourrait réduire les coûts sur certaines routes commerciales. Dans un contexte de croissance continue du commerce maritime, cela signifierait plus de compétitivité pour les transporteurs et les exportateurs. Cependant, chaque avantage comporte un coût proportionnel. Le lac Nicaragua, principal réservoir d'eau douce du pays, serait au centre de l'opération. Des spécialistes alertent que des changements de la qualité de l'eau pourraient affecter la pêche, l'agriculture et l'approvisionnement en eau des populations. De plus, des milliers de personnes vivant le long du tracé proposé pourraient être déplacées. Nous ne parlons pas que d'ingénierie. Nous parlons de transformation territoriale. Et il existe encore un impact moins visible, mais peut-être plus décisif. L'impact financier. Le projet dépend d'un financement massif et d'une stabilité politique prolongée. Sans investisseurs solides, sans garanties internationales et sans stabilité réglementaire, un projet d'une telle ampleur n'est tout simplement pas viable. C'est justement ce qui a commencé à arriver. L'enthousiasme initial a diminué. Les années ont passé. Les principales excavatrices n'ont jamais avancé. Et en 2024, la concession initiale a été officiellement annulée par le Congrès nicaraguayen. Le canal qui promettait de diviser le continent n'a même pas encore entaillé la première grande étendue de terre. Mais cela ne signifie pas que le projet est mort. Cela signifie qu'il est entré dans la zone la plus imprévisible de l'ingénierie moderne. La zone où l'infrastructure rencontre la géopolitique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Que pensez-vous du projet de construction de cette grande infrastructure au Nicaragua? Serait-ce un excellent rival pour le Panama? Serait-ce intéressant pour nous, les consommateurs? Ou s'agit-il simplement d'un canal pour la rivalité entre les États-Unis et la Chine? Laissez votre avis en commentaire, je les lirai tous. Je m'arrête ici. Je vous adresse une chaleureuse accolade et à la prochaine vidéo.